Du 8 au 18 décembre, retrouvez vos artisans professionnels d'ici au Salon des métiers d'art du Québec. Des milliers d'objets de création uniques et éco-responsables au cœur du Stade olympique. Activités pour petits et grands. Retrouvez l'art d'ici au Salon des métiers d'art du Québec. Billetterie et détails sur matière.ca. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la création de bijoux sur mesure et des différentes étapes si vous voulez faire votre propre bijou. Alors, la première chose que vous devez savoir quand on vous fait un bijou, c'est un peu le style de bijou que vous voulez avoir. Il y a plusieurs styles de bijoux qui sont possibles. Alors le premier style, le plus classique que vous allez trouver, c'est les bijoux solitaires. C'est le concept en fait d'avoir une pierre qui est sortie, d'avoir une pierre qui est mise en valeur et un anneau qui est très simple. C'est ce qu'on appelle un solitaire et c'est le style de bague de fiançailles le plus minimaliste qu'on puisse trouver. On peut mettre des diamants, on peut mettre des pierres de couleur et donc c'est le plus simple. Des fois la simplicité c'est aussi la meilleure manière de bien faire les choses. Le deuxième style qu'on peut imaginer, c'est les bijoux, les pierres avec des halos de diamants. Donc c'est vous mettez des diamants autour de la pierre centrale et ça donne un aspect où c'est un aspect plus costaud pour la pierre centrale. Voilà, vous accentuez le côté la pierre précieuse. On peut aussi utiliser des pierres en cabochon, c'est le fait d'avoir justement une pierre qui est arrondie au lieu d'avoir une pierre qui est facettée. C'est une autre énergie. Ensuite, on peut aller sur des styles qui sont un peu plus ambitieux avec de nombreuses pierres précieuses. Moi, chez Ruby Mardi, Ben & Jewelry, on a une collection qui s'appelle Avalanche, où on fait un agencement de plein de pierres précieuses avec un agencement de couleurs. On essaye de faire ça assez prépondérant. Donc, c'est des créations qui sont un peu plus atypiques et un peu moins classiques. Dans les bagues de fiançailles, il y a évidemment les bijoux qui sont en diamant, qui sont très populaires, parce que le diamant c'est une pierre qui brille énormément et qui a une longévité qui est assez exceptionnelle par rapport aux autres. Donc c'est un grand classique, il y a moyen de faire un halo ou des compositions. Ou alors aussi pour les gens qui sont très ambitieux, on peut faire des bagues de fiançailles avec de très grosses pierres, des très grosses pierres cocktail. Donc là on sort un peu de l'achat de bagues de fiançailles classiques pour aller sur des bijoux un peu plus contemporains. La deuxième grande étape, ça va être quel est le choix de pierre que vous allez utiliser. Alors, il y a de nombreuses pierres qu'on peut utiliser en joaillerie. Quand vous utilisez le choix de la pierre, ça va être surtout basé sur des critères techniques et des critères un peu physiques. Alors, vous avez l'échelle de Mohs, par exemple, qui va apparaître ici. L'échelle de Mohs, c'est en fait la dureté de votre pierre. La dureté, en fait, c'est la capacité à votre pierre à résister aux égrisures. C'est-à-dire, les grisures, c'est quand les facettes disparaissent avec le temps. Ça a tendance à arrondir la pierre et lui donner un aspect qui est moins bien facetté et c'est un peu la signature de la fin de vie de votre pierre. Le diamant, c'est la pierre qui est plus dure, ensuite vous avez les corindons, ensuite vous avez les topazes et les quartz, etc. Dans la joaillerie, on vous recommande de ne pas descendre en dessous des quartz qui sont des pierres un peu fragiles, mais vous pouvez considérer rubis, saphir, émeraude et diamants pour des bagues de fiançailles. Dans les pierres précieuses, vous avez en fait 3 éléments que vous devez observer dans une pierre qui sont assez intéressants. Le premier, c'est la brillance. La brillance, c'est l'éclat blanc que vous avez sur la pierre et dans la pierre. Ensuite, vous avez le scintillement. Le scintillement, c'est l'alternance de blanc et noir que vous avez à l'intérieur de la pierre et la dispersion. La dispersion, c'est les couleurs de l'arc-en-ciel qui sont dans la pierre et qui sortent en flash. Pourquoi c'est important ces 3 éléments? Parce que c'est vraiment ce que vous devez observer dans une pierre précieuse quand vous l'achetez. C'est un peu la signature de la beauté de votre pierre. Le diamant, c'est une pierre qui est assez intéressante parce qu'elle est au maximum de tous ces critères. Vous allez voir une photo juste après d'ailleurs. Le diamant, c'est une pierre qui est au maximum de ces 3 critères, mais toutes les pierres précieuses, quand vous allez observer leur beauté, vous allez essayer d'en avoir 1, 2 ou ces 3 critères qui sont mis en valeur. Une fois de plus, le diamant, c'est une pierre qui est assez exceptionnelle parce qu'elle est extrêmement dure et elle a une dureté et une brillance qui sort de toutes les autres. Qu'est-ce qui va faire la valeur de votre pierre? C'est surtout aussi le marché de la pierre. Le diamant, c'est une pierre qui est très prisée. Comme vous le savez, c'est un marché qui est un petit peu artificiel parce que les mines contrôlent un peu le prix et puis tout le prix du diamant est un peu contrôlé de A à Z. Mais vous avez d'autres pierres qui ont des marchés qui sont un peu plus, qui ont d'autres types de marchés. Pour vous donner un exemple d'une pierre qui a un très mauvais marché, c'est par exemple la pierre comme le zircon. Vous allez voir la photo juste après. Le zircon, en fait, c'est une pierre naturelle qui est absolument magnifique, que vous trouvez dans de nombreuses couleurs de l'arc-en-ciel, mais qui a une très mauvaise réputation parce qu'elle est confondue avec le cubic zirconium, qui est une imitation cheap du diamant, qui s'appelle le CZ, cubic zirconium, et les gens le confondent avec le zircon. Ce qui fait que le zircon, les gens ne sont pas spontanément attirés vers cette pierre parce qu'ils la connaissent mal. Ce qui fait que c'est une pierre qui est exceptionnelle, mais qui a un marché qui n'est pas très élevé. Donc vous pouvez trouver des zircons de très bonne qualité à des prix qui sont très raisonnables. Donc ce qui fait, voilà, une fois de plus, la réputation de la pierre fait aussi son marché.
Ensuite, vous avez, qui est très prisé, vous avez le saphir, qu'on peut trouver dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Le saphir, c'est intéressant parce que c'est une pierre justement qui a une très bonne réputation. C'est une pierre qui a une solidité, une dureté qui est très intéressante. Et vous pouvez trouver des spécimens très différents, voilà, avec des bleus royales ou d'autres couleurs qui sont très très belles. Donc le saphir, rubis, émeraude, c'est des très bons choix pour les bagues de fiançailles. Les saphirs aussi, moi j'aime beaucoup cette pierre parce que vous pouvez trouver des formes atypiques. Comme vous pouvez voir, c'est un magnifique saphir hexagonal. Il y a les saphirs du Montana qui ont des couleurs bleu, vert, bleu. Donc voilà, le saphir, c'est une très grande famille de pierres précieuses qui est très propice pour les bagues de fiançailles. Il existe aussi les cabochons. Alors je n'ai parlé un peu plus tôt tout à l'heure, c'est pour avoir une pierre qui est arrondie. Ça donne un aspect qui est très différent. C'est une autre énergie de la bague, mais une fois de plus, les saphirs ont de très très beaux spécimens. Vous avez le rubis aussi qui est très prisé. Le rubis, alors c'est intéressant parce qu'il y a des rubis, c'est une couleur rouge sang. Dès que le rubis tourne un peu vers le rosé, ça change un peu de valeur. Donc le rubis, c'est une pierre qui est assez dure à acheter parce qu'il y a beaucoup d'inclusion dans ces pierres-là. Et la nuance de couleur du rouge peut varier énormément sur le prix. J'aime aussi parler des topazes. Les topazes, c'est une pierre qui est irradiée. Donc ça joue aussi dans la valeur de votre pierre, si la pierre est naturelle, traitée ou pas traitée. La topaze, c'est une pierre qui a subi une irradiation, ça veut dire qu'elle est grandement traitée, ce qui fait que son prix est assez accessible dû à des traitements assez poussés. Vous allez aussi trouver des grenats, qui est une pierre que j'adore particulièrement, qui est pas assez connue selon moi. On trouve de magnifiques grenats rhodolites, c'est des grenats un peu violacés comme vous pouvez voir en photo. Mais il existe des grenats orange, des grenats verts, aussi de grande valeur qui font des bijoux très rares, très rares. Des bijoux que vous n'avez pas trop l'habitude de voir et qui ont un aspect visuel très atypique. Vous avez la tourmaline, je vous fais un peu le topo de toutes les pierres qu'on peut trouver dans les bagues de fiançailles, mais moi la tourmaline je trouve c'est très intéressant parce que ça couvre aussi beaucoup de couleurs. Il y a des spécimens de tourmaline qui sont bicolores, ça veut dire que vous avez plusieurs couleurs dans la même pierre, et ce qui fait que c'est des pierres très atypiques. Donc quand on regarde le diamant, vous avez vu c'est une pierre qui a une absence de couleurs, et on peut trouver vraiment de nombreuses pierres dans la nature qui ont des couleurs très mystérieuses ou des inclusions qui les rend tout à fait uniques. Vous avez, j'ai mis en dernière la photo du quartz. Le quartz, en fait, vous avez la métisse, la citrine. Je ne le recommande pas forcément pour les bagues de fiançailles parce que vous êtes à la limite de la dureté. Le quartz, c'est une pierre, si vous la portez tous les jours pendant 20, 30, 40 ans, elle risque un peu de s'abîmer avec le temps. Et surtout, l'améthyste, c'est une pierre qui va se faner avec le soleil. Si vous la prolongez trop longtemps au soleil, elle va perdre un peu sa couleur. À l'inverse de toutes les autres pierres qu'on a vues jusqu'à présent, elles sont très très stables et vous pourrez les garder telles quelles toute la vie. Ce qui n'est pas forcément le cas de tous les quartz. Je vais aussi vous donner par exemple un client qui vient nous voir et qui dit moi je veux une pierre verte. Chez Rubis Mardi on peut vous proposer énormément de choix dans ce type de couleur et aussi de budget. Donc voilà, vouloir une couleur de pierre, ça vous permet de vous en proposer beaucoup. Dans les pierres vertes, vous avez les pierres très connues qui sont les émeraudes. Les émeraudes, ça tourne de vert bleu à vert jaune, celle que vous voyez à l'écran est par exemple vert bleu. L'émeraude, c'est intéressant parce qu'il y a des jardins, ce qu'on appelle, c'est beaucoup d'inclusions dans la pierre qui lui donnent un côté très personnalisé. Donc il y a beaucoup de vie dans une émeraude. Ensuite, vous avez le péridot. Comme vous avez pu voir, l'émeraude était vert bleu, le péridot c'est vert jaune. Donc c'est une nuance qui est très différente. Le péridot, ça va avoir moins de mystère dans la pierre, mais ça va renvoyer une très belle lumière. Pour la petite anecdote, le péridot, c'était très populaire en Europe avant la découverte de l'Amérique latine et les gisements au Mexique et dans toute cette région du monde. Donc voilà, c'est une pierre qui a été très populaire au Moyen-Âge et un peu moins à la Renaissance, dû au gisement d'émeraude qu'on a pu trouver par la suite. Ensuite, vous avez la diaspore, qui est une pierre verte, mais beaucoup plus diffusée. Il y a beaucoup moins de saturation de couleur. Il y a beaucoup moins de vert dans la couleur verte de la pierre. C'est une pierre qui est assez rare parce qu'elle vient de Turquie. Il n'y a qu'un seul gisement. Donc la diaspore, pour les gens qui cherchent du vert jaune très léger, très subtil, je pense que ça peut être un choix. Un très bon choix. Vous avez une fois de plus, je vous ai parlé des grenats tout à l'heure. Il y a le grenat démantoïde, qui est un grenat absolument magnifique, qui renvoie une lumière d'un scintillement. Donc un scintillement, une dispersion, c'est que les couleurs de l'arc-en-ciel sont très présentes dans un grenat. Et un grenat démantoïde. Et je trouve que ça peut atteindre des fois le prix d'un diamant, voire le dépasser. Donc pour ceux qui veulent des pierres vertes assez exceptionnelles, avec une brillance éclatante, le grenat démantoïde peut être un très très bon choix. J'aime aussi beaucoup parler des saphirs, comme je vous ai parlé, il y a des saphirs bicolores ou avec des couleurs qui sont un peu hybrides. Là on tombe sur un saphir qui est vert bleuté, bleu, ciel, vert, donc là ça devient une couleur assez difficile à décrire.
Donc une fois de plus, c'est une spécificité du saphir d'avoir des couleurs vraiment exceptionnelles, très atypiques. Même mettre le choix mettre des mots dessus peut prêter à confusion. Tout le monde ne voit pas forcément la même chose. Donc on nomme pas forcément de la même manière la couleur qu'on peut voir. Donc je trouve ça particulièrement intéressant. Vous avez les saphirs du Montana qui sont beaucoup à la mode en ce moment. C'est un vert bleuté très saturé, donc très profond. C'est aussi pour les gens qui cherchent une traçabilité de leur pierre. Le Montana, voilà, c'est un sourcing qui est assez éthique. Donc ça peut être aussi un choix. C'est des pierres qui plaisent beaucoup sur le marché en ce moment. Vous avez aussi la tourmaline qui est une pierre exceptionnelle, comme je vous parlais. On peut trouver des spécimens de tourmaline dans toutes les catégories de prix. Ce spécimen est assez exceptionnel avec un vert très profond, éclatant, un vert pomme. Donc la tourmaline, l'émeraude, le grenat, vous voyez dans les pierres vertes, on peut trouver énormément de choix. Alors ensuite, je vais vous parler un peu du design et de différentes approches qu'on puisse avoir. Je vais vous demander l'image d'après. Moi, mon métier chez Ruby Mardy, c'est de designer de bijoux. Ça veut dire que je modélise le bijou sur ordinateur exactement à la mesure de la pierre. Ensuite, ce prototype, je vous le montre pour qu'on puisse discuter. Puis vous me dites si vous aimez les choses, où est-ce que vous voulez les pierres, si les volumes vous conviennent. L'impression 3D, c'est très intéressant parce que ça vous permet vraiment de visualiser le bijou, voire même de l'essayer avant la production. Et ce spécimen, ce prototype, moi je le donne directement au joaillier qui lui va le couler en or. Donc c'est vraiment une collaboration entre le joaillier et le designer. Le designer fait le choix de la pierre et le choix du design. Et le joaillier va faire la finition et toute la partie, le sertissage, qui est une très grosse affaire dans les bijoux, qui consiste à fermer les griffes sur les pierres. C'est une partie en fait qui est très importante, c'est même un métier à part entière. Donc voilà, vous avez le designer gémologue, qui la partie qu'on fait chez Ruby Mardy, le joaillier et le sertisseur. Voilà un peu les différents styles de bijoux qu'on peut faire chez Ruby Mardy. Vous voyez que c'est très très vaste. On peut rajouter un petit twist sur des bagues simples. On a des pierres qui sont beaucoup plus prépondérantes. On a des diamants qu'on peut faire en toi et moi. C'est le fait d'agencer 2 diamants. Vraiment, ça va dépendre de votre imagination, de votre ambition et aussi de votre budget par rapport à la création de bijoux sur mesure. Je parlais du budget, effectivement, on arrive toujours à cette question-là. Il y a différents moyens, enfin, pour un même bijou, moi, on peut beaucoup jouer dans les budgets. C'est-à-dire, je vais demander la photo d'après d'ailleurs. La première chose, vous avez l'or qui va avoir un impact certain sur le prix du bijou. Si vous voulez baisser un peu le prix du bijou, vous pouvez par exemple ramener vos vieux bijoux, on peut les fondre. Il y a même des techniques pour pouvoir conserver le métal et le refondre dans un nouveau bijou, ou simplement vous donner un crédit d'or. Donc ça, c'est une technique pour faire baisser un peu le prix de vos bijoux. Ensuite, vous avez le choix du métal qui est une chose qui est assez importante et c'est sur ça qu'on peut aussi beaucoup jouer. Comme vous le savez peut-être, alors vous avez l'or, l'argent et le platine. Et dans l'or, par exemple, vous avez plusieurs catégories d'or. L'or en joaillerie, c'est jamais un métal qui est pur parce que c'est un métal qui est mou. Donc on va le couper avec d'autres métaux. Plus vous le coupez avec des métaux, moins il va être cher, mais la qualité, elle va aussi un peu périr. On a souvent tendance à une idée reçue, c'est que l'or, moins il y a d'or dans le métal, plus il est dur. Mais la dureté, en fait, c'est un problème, c'est que c'est une dimension qui casse. Alors qu'un métal qui est mou va plutôt absorber les chocs. Donc ce que vous voulez, c'est quand même un métal qui a une certaine mollesse, entre guillemets. Quand on dit dureté ou mollesse, c'est quand même du forgeron. Hein. Vous ne pouvez pas le faire à la main, mais c'est vraiment au banc où vous sentez la différence de dureté ou de solidité. Alors l'or 10 carats, vous avez 40% d'or dans votre or. L'or 14 carats, vous avez à peu près 60%. Et dans le 18 carats, vous avez 75% d'or. Donc ça permet de jouer énormément sur le prix du bijou et de permettre de rentrer dans les budgets. Des fois, des gens ont un budget assez précis, ils ont tout investi sur le choix de la pierre et nous, on peut jouer avec le choix de l'or. Ou faire à l'inverse, vous donnez le carat or le maximum et jouer avec le choix de pierre un peu plus restreinte. Donc dans un même budget, on peut vous proposer plusieurs solutions. Ensuite, il y a aussi un aspect qui est assez intéressant, c'est la catégorie de poids de votre pierre. Les pierres, en fait, pour classifier les coûts, en fait, sont classées par catégorie de poids. Et vous avez une très nette différence, pour vous donner un exemple, entre un diamant qui fait de 1,50 carats à 1,99. Il y a une différence en fait entre un diamant qui fait 1,99 carats va être beaucoup moins cher qu'un diamant qui fait 2,01 carats. Donc pour cette petite différence, c'est à cause de la catégorie de poids dans laquelle le prix change. Donc c'est aussi important quand vous faites votre magasinage de diamants de bien savoir qu'un diamant de 1 carat 0,1 va vous coûter beaucoup plus cher qu'un diamant de 0,99 carats. Petite information un peu technique.
Ensuite, je voulais vous parler d'une révolution qu'il y a dans les diamants depuis quelques années, c'est les diamants de laboratoire versus les diamants naturels. Je vous ai mis 2 spécimens à l'écran et comme vous pouvez voir, il n'y a strictement aucune différence. Le diamant de laboratoire en fait est tout simplement fait en laboratoire, comme son nom l'indique, versus le diamant naturel qu'on trouve dans la nature. Les coûts d'extraction sont évidemment beaucoup moins élevés pour les diamants de laboratoire et aussi la valeur. Donc pour les gens qui veulent des bijoux en diamant, aujourd'hui il y a cette alternative qui permet d'avoir des diamants à des prix qui sont très nettement compétitifs par rapport à 5-10 ans où il n'y avait que des diamants naturels sur le marché. Pour faire un petit aussi parallèle entre les diamants de laboratoire et les perles, par exemple vous avez les perles de culture de Mikimoto. Les perles étaient fut un temps une gemme, une pierre précieuse qui était extrêmement rare et Mikimoto a trouvé la manière de faire pousser les perles dans les huîtres. Ce qui a tout à fait changé l'industrie des perles et qui a été une vraie révolution. Les perles étaient à cette époque-là aussi rares que les diamants, voire même plus rares que les diamants. Et le fait de construire, de fabriquer des perles comme ça de culture a vraiment changé le business. Et c'est un petit peu ce qu'on vit en ce moment avec les diamants de laboratoire, où les diamants de laboratoire sont en train de changer toute l'industrie du bijou et de la bague de fiançailles. Et je trouve ça intéressant d'être au milieu de cette vague et au début de cette révolution. Le conseil pour offrir les bijoux. Alors là, je demanderai l'image d'après. Il n'y en a pas. Oui, alors peut-être tu veux remettre les conseils pour offrir votre bijou. Alors évidemment, il y a la boîte qui va faire beaucoup de choses. Moi, je conseille toujours à mes clients d'attendre la golden hour pour offrir le bijou, c'est-à-dire à la tombée de la nuit. Quand vous avez vers 4-5 heures au crépuscule, la lumière du soleil est très chaleureuse et en général fait briller la pierre de 1000 feux. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est de vous mettre face au soleil quand vous l'offrez à la tombée de la nuit et d'avoir voilà, la lumière qui rentre dans votre bijou pour pouvoir l'illuminer. Petite technique pour que vous puissiez offrir votre bijou dans les meilleures conditions. Voilà un bref topo sur faire des bijoux sur mesure chez Ruby Mardy. Notre galerie est située dans la petite Italie au 208 rue Saint-Zotique. J'espère que ça vous a plu et si vous avez des questions, on est toujours prêt pour vous recevoir. Je vous souhaite une bonne journée, à la prochaine.